Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Josée Boudreau. Bonjour Josée, comment ça va? Amélie, bien, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un grand privilège. Je l'apprécie réellement. Et tu sais pas à quel point tu me fais plaisir parce que je vais te faire une confession. Pour moi, tu es vraiment le modèle dans le domaine des communications. Moi, je te suis depuis 2000 et vraiment, tu es un modèle, une inspiration pour moi. Bon, autant au niveau professionnel que personnel parce que tu arrives à conjuguer ta vie de famille et ta carrière avec tout ça. Mon Dieu, ça me touche beaucoup. Je trouve que ça commence avec Désolée. Beaucoup d'amour. Non, au contraire, je trouve ça beau. Si tu me vois comme un modèle, ce serait comme ça que j'aurais commencé une entrevue avec quelqu'un que j'admire vraiment. Si je ressens quelque chose, je le dis parce que ça fait toujours plaisir de le dire et de le recevoir aussi. Je te remercie beaucoup. Maintenant, c'est drôle parce qu'avec la tournée des médias que j'ai faite pour parler de ce livre-là, ça m'est arrivé à 3-4 reprises de rencontrer des jeunes femmes que j'ai inspirées pour ce métier-là. Alors, je me dis, OK, ben j'ai pogné un coup de vieux, puis en même temps, mais si j'ai pour vrai inspiré des gens, c'est extrêmement bon à recevoir. Alors, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Cela dit, on ne fera pas de cachotterie à tes auditeurs. On s'est rencontrés au Saguenay, puis on a déjà fait une petite entrevue d'une quinzaine de minutes. Puis quand je suis sortie de là, je me suis dit, garde, ça a la flamme dans les yeux, elle. Alors, tu vois, t'as le feu, ma chère, c'est ça qui compte. Merci, t'es fine. Et pour les gens qui ne te connaîtraient pas, t'es animatrice, conférencière et auteure depuis l'an dernier. T'as publié Sois ta meilleure amie, qui a été vendu à plus de 25 000 exemplaires. Ouais. Faut le faire quand même parce que le domaine littéraire va pas tellement bien en ce moment. Bon, écoute, c'est toi qui le dis, puis tu le sais pas mal plus que moi. Quand j'ai osé me commettre noir sur blanc, j'avais pas d'attente parce que je savais pas à quoi m'attendre, puis je connaissais pas ce monde-là, puis c'est une bonne affaire parce que arriver innocemment là-dedans, t'as pas d'attente, mon Dieu que t'es heureux, beaucoup plus que quand t'en écris un deuxième finalement. Ah oui, à ce point-là? Ben en fait, écoute, regarde, le premier a eu un beau succès. Merci à tous ces gens, toutes ces femmes qui l'ont lu, parce que moi, là, je l'ai écrit en toute humilité, en me disant, je pense que j'ai quelque chose à communiquer. Ça, je le savais. Maintenant, qu'il a été aussi bien reçu, puis qu'il a fait autant de bien, ça, sincèrement, c'est de l'inattendu. Puis tu sais ce que ça fait? C'est que je me suis sentie utile. Et ça, là, se sentir utile, c'est tellement valorisant parce que ça nous fait sentir vivants, puis ça nous donne l'impression qu'on peut changer quelque chose pour les autres. Fait que 25 000 copies avec Sois ta meilleure amie, c'est sûr que la suite des choses, c'est d'écrire Sois ta meilleure amie encore plus, mais si j'avais pas eu de matériel pour la suite des choses, je l'aurais pas fait, mais c'est pas le cas, j'en avais. Et qui t'a convaincu de te lancer dans l'écriture d'un premier livre? Ben, il y a deux facteurs importants. Le premier, là, c'est les femmes qui sont venues voir ma conférence parce que elles prenaient des notes sur ce que je racontais. Fait qu'au début, je me suis dit, coudonc, je devrais peut-être donner un petit paquet de post-it aux madames qui prennent des notes avec un crayon. Puis on m'a dit, sais-tu, la bonne idée serait de leur donner des notes, de leur donner un livre, quelque chose qui ressort de cette conférence-là. Puis je me suis rendu compte qu'en écrivant, ben ça prenait des airs ça s'élargissait encore davantage. C'est comme des tentacules, ça, qui s'étendent. Parce que tu commences sur le matériel de ta conférence, puis après tu débordes un peu sur ce que t'es toi, sur comment tu véhicules ta vie, puis ça devient presque de l'autobiographie. Mais c'est le fun, c'est un exercice fantastique, puis qui semble avoir donné l'occasion à plusieurs femmes de se reconnaître dans mes écrits, alors c'est super. Est-ce que ça a été dur à écrire? Non. Puis honnêtement, c'est pas parce que j'ai pas fait d'efforts, puis c'est pas parce que non plus je suis super bonne pour écrire, c'est juste parce que je suis ma meilleure amie, puis que je ne suis pas perfectionniste. C'est en soi, je pense, un grand bonheur de pas être perfectionniste. C'est-à-dire que j'ai écrit des choses, puis je les ai laissées comme ça. Bien sûr, j'ai fait corriger mes fautes, mes petites fautes de syntaxe, tout ça, mais dans la base, là, c'est vraiment moi qui ai écrit ça. Maintenant, pourquoi j'ai pas retravaillé, puis pourquoi je l'ai pas rendu parfait? Parce que je crois pas à ça, la perfection, je trouve ça plate. Puis l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, dans la vie, là, Amélie, on peut se censurer, hein. Des fois, là, on ose d'un premier jet dire des choses. Puis après ça, si on se met à relire, on se met à réfléchir un peu trop sur le jugement des gens, sur qui va lire ça, qui va retirer telle affaire. Puis là, tranquillement, c'est tout ce qui arrive, c'est que t'étais tout nu, puis là, tu te rhabilles, puis il reste plus rien. Moi, j'ai décidé que je me mettais tout nu dans le premier, tout nu dans le deuxième, puis que ça serait comme ça. Pour ça que je me suis pas trop relue, pour pas m'auto-censurer. Et le choix de la maison d'édition s'est fait comment? Ah, ça, c'est fantastique, en fait, parce que ça aussi, c'est un peu un hasard, hein. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance. Franchement, jusqu'ici, j'ai pas été déçue souvent, mais je fais confiance parce que je pense que c'est chacun son métier.
Et je suis allée, j'ai rencontré Marc Gervais, moi, qui est un grand conférencier. Lui, il en a des livres, puis lui, il parle au monde, puis dans le blanc des yeux, puis c'est un gars très solide. Et lui, il m'a dit, Josée, t'as une super belle drive de conférencière, t'as quelque chose, tu sais. J'ai dit, c'est super. Puis là, j'ai parlé de ça, cette idée-là, d'écrire, de donner des post-it. Il dit, c'est un livre que ça te prend, Josée. Puis il me dit, moi, je vais te présenter mon éditeur, Michel Ferron, avec qui je travaille. On collabore étroitement ensemble. Puis il dit, si tu lui fais confiance, puis que tu écoutes ce qu'il a à te donner, à te dire, puis tout ça, je pense que tu seras pas déçu, c'est un fait. Moi, j'ai rencontré Michel Ferron, c'est un gars ordinaire, qui a eu des bonnes idées, puis qui croit aux gens qui ont des belles choses à raconter. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, finalement. C'est que j'ai rencontré Michel, puis il m'a dit, oui, on y croit au projet. Mais tu sais, c'est drôle, parce que là, j'ai fait la démarche d'écrire mon livre, puis Marc Gervais aussi m'a aidé à placer mes chapitres, puis tu sais, bon... Puis là, à un moment donné, j'ai envoyé tout ça à Michel, puis j'ai dit, tiens, c'est à toi. Puis 3, 4 jours, 5 jours plus tard, tu sais, j'y écris, entre guillemets, puis comment tu trouves mon best-seller? Il me répond, oh, il y a beaucoup de fautes de syntaxe, c'est éparpillé, il y a un beau potentiel, mais tu sais, on va travailler ensemble pour t'aider là-dedans. Et ça m'a ramené un petit peu. Et là, je dis à mon chum, j'ai tellement de peine. Il m'a dit, tu sais, que c'était pas si hot que ça. Puis mon chum, il dit, t'as de la peine, toi. Il dit, c'est drôle, moi, je vois ça comme un grand compliment. Ce gars-là, là, il a assez confiance, pour te dire ce qu'il pense, puis il s'y connaît assez pour pas te dire aveuglément, ben, toi, t'es Josée Boudreau, tout est beau, on verra, on va surfer là-dessus. Il a pris son professionnalisme et me l'a donné à bon escient. Il a décidé de me dire les vraies affaires, ce que j'aime tellement, puis de dire, on va travailler là-dessus, puis j'ai revisé mes notes, mes affaires, j'ai replacé des choses pour mon plus grand bien, puisque ce livre-là plaît aux personnes. Faut écouter les autres, hein? On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on évolue. En fait, je pense qu'on a le choix. On a le choix d'avoir une tête de cochon puis de pas écouter ce que les autres disent. On a vraiment le choix. Mais peut-être que la sagesse et le temps qui passe fait que, même si des fois ça fait mal, on a quelque chose à aller chercher de ce que les autres pensent. Il faut savoir les écouter. Puis des fois, ils voient des choses chez nous que nous ne voyons pas nous-mêmes. Et ça peut être très bénéfique, si c'est bien utilisé, d'écouter ce qu'ils ont à raconter. Et dernièrement, tu as publié le tome 2, sur ta meilleure amie et encore plus. Où tu te dévoiles encore plus, je trouve. Autant, en tout cas. Oui, mais je sais pas, on dirait... Moi, j'avais l'impression de vraiment encore plus entrer dans ton intimité que dans le premier. Ben, écoute, j'ai osé le faire. Je veux le faire parce que, sais-tu quoi? Ce que tu lis là, ce que les gens vont lire là, c'est la lumière de beaucoup de discussions avec mes amis, avec les gens que j'aime puis qui m'aiment, tu sais. Puis si une telle se reconnaît là-dedans, puis une autre aussi, puis un autre, puis si, tu sais, je me dis, c'est la vraie vie, cette affaire-là, ce livre-là, la vraie vie, puis les vraies affaires de femmes, de comment on se sent, puis des fois que c'est pas toujours facile, puis que c'est pas drôle vieillir, puis c'est dur aussi le culte du corps, c'est compliqué tout ça. Fait que moi, j'aimais mieux dire les vraies affaires. Mais en me disant encore une fois, je vais être jugée, ça me fait peur, puis tout ça, mais garde, je pense que l'authenticité et la sincérité, tu peux pas critiquer ça. Tu peux pas être d'accord, mais tu peux pas dire, en tout cas, elle est authentique et elle m'énerve. Ben, ça a l'air fou de dire ça. Fait que moi, j'aime mieux être authentique et vrai. De toute façon, je dis souvent, je préfère être détestée pour ce que je suis qu'être aimée pour ce que je suis pas. Bien d'accord avec ça. Je l'aime, cette phrase-là. Je la pense sincèrement importante. On peut pas plaire à tout le monde. Puis quand on sait ça, on est bien plus heureux. Tellement. Oui. Tu sais, tu es dans un métier où tu voudrais avoir le plus d'auditoire possible, oui. Hein? Puis tu voudrais que tout le monde qui vient en entrevue avec toi se tombe en amour avec toi, parce qu'il y a de la séduction, on a tout ça, puis c'est bien correct. Mais si ça se passe pas, c'est pas grave. C'est pas grave. On fait ce qu'on aime. Exact. Ce qui est en soi un grand privilège. Tellement. Et tu commences justement le tome 2 en nous racontant ton départ de la radio. Oui. Et moi, j'ai été tellement triste quand t'es partie. Et justement, que tu nous racontes ça, je trouve ça touchant. Et que la vie t'a fait une belle surprise. Quand t'as quitté, t'as eu l'émission de co-animation avec Christine Michaud. Oui. Ma liste à moi, qui est vraiment une émission qui vous va comme un gant à toutes les deux. Je pense que oui aussi. Mais tu sais, j'ai raconté le départ de la radio parce que moi, j'ai besoin de dire la vérité. Mon chum, ça le fait rire. Il dit, toi, puis ta maudite vérité. C'est parce que des fois, c'est pas le fun de se faire dire la vérité, mais si tu poses une question, t'es prêt à avoir la réponse. Et comme je me commets comme auteur, je me dis, je veux que les gens se reconnaissent. Puis, j'aurais pu faire à croire, on est dans un monde de perception en radio, hein. Alors donc,
percevoir que tout est beau, puis que tout est toujours un choix normal, éclairé. Moi, j'ai souvent entendu dire des gens dans mon métier qui perdent une job, tu sais, plutôt qu'on le sait, nous autres, dans les dessous du métier, là, t'as perdu ta job, puis là, qui vont dire, oui, j'ai décidé de me consacrer à ma famille, puis 3, 4, 5 mois plus tard, ils se retrouvent sur un train d'enfer, le même train d'enfer, puis ils voient pas plus leurs enfants. J'ai beaucoup de problèmes avec ça, moi. Je trouve qu'on sous-estime la lucidité du public, puis 2, moi, par fierté, c'est peut-être de l'orgueil mal placé, j'aime mieux dire la vérité. Comme ça, là, je me dis, quand je rencontre du monde, je suis capable de les regarder dans les yeux et de dire, moi, ça s'est passé comme ça et c'est correct. Je suis mieux comme ça. Donc, à la radio, nos codes d'écoute n'étaient pas exactement ce qu'on avait espéré. Donc, on s'est probablement trompé pour l'équipe que je formais avec Pierre. Et donc, on a décidé au printemps que ça se terminerait là. Dans mon idéal, j'aurais fait une autre année, par sécurité. Tu sais, de dire, c'est ma job, c'est aider, c'est le fun, tu sais, il y a un salaire là qui rentre, puis c'est pas des pinottes, là. Il y a un salaire là qui rentre, il y a une job là, tu sais, c'est rassurant. Mais, dans les faits, c'est ça qui est arrivé, puis c'est correct. Moi, là, je trouve ça important de dire, là, la radio n'est pas renouvelée, je veux pas faire à croire que tout est beau, ça. Fait que je l'ai dit aux gens, il y a une porte qui s'ouvre, faut oser aller de l'autre côté, puis je l'ai fait. Mais ce qui me fait triper, c'est quand c'est arrivé. J'étais comme une sorte de laboratoire sur 2 pattes, ma chère. Parce que je me disais, vu que je veux pas bullshiter le monde, je suis obligée de dire comment je me sens. J'allais super bien. Ben oui, j'ai eu une peine, là, tu sais, de dire, bon, mais c'est comme une peine d'amour, faut pas se faire d'accroire. Moi, le dernier matin où j'ai fait de la radio, j'ai dit bye à tout le monde sans pleurer, puis dans mon auto, j'ai pleuré ma vie. Mais c'est correct aussi de ressentir nos peines, tu sais. Ben oui. Mais après, là, j'étais là, mais j'étais assez bien. J'étais bien parce que c'est pas un horaire qui me convient tant que ça. Moi, je suis comme un soldat, là. Si tu me donnes une mission, je vais la faire, là. You got a job to do, you're gonna do the job. Mais à la base de tout, être très discipliné, c'est-à-dire se lever à 3h30 le matin, aller faire sa job, continuer à faire mon exercice, mes affaires, préparer mes conférences, faire ma petite sieste l'après-midi pour faire un souper le fun à mes enfants. Puis après ça, aller peut-être en conférence le soir ou me coucher plus tôt, 9h30 maximum. Tout ça, c'est un carcan difficile à assumer que j'ai fait. Tu sais, je l'ai assumé, je l'ai fait. Mais donc, je me sentais super bien en dedans, puis je me disais, faisons confiance à la vie. En dedans de moi, là, je sentais de quoi de fantastique. Puis, écoute, croyez-y ou non, mais moi, je crois au signe de la vie. Puis quand j'étais à Rythme FM, on a un boss, Daniel Brouillette, qui était plus là quand je suis partie, mais enfin, qui nous disait, on est comme une volée d'outardes, tu sais. Puis à un moment donné, là, il y a des meneurs, puis là, il y en a un qui vient en avant, puis après ça, c'est l'autre. Puis là, tu sais, une belle volée d'outardes. Et le soir où mon contrat s'est fini, j'ai vu ma première volée d'outardes ce vendredi-là. Ils arrivaient, eux autres, pour le printemps, là. C'était au mois d'avril. Puis là, je regardais ça, je te regarde les belles outardes. Faut juste que j'aille voler ailleurs, c'est tout. Et donc, le 11 juin suivant, on annonce officiellement que j'avais raison de me sentir bien avec cette porte qui se ferme puisqu'il y en a une autre qui s'ouvrait, puis c'est celle de la télé, à TVA, avec ma liste à moi et Christine Michaud. Fait que je suis comme un laboratoire sur 2 pattes. Je l'ai testé sur une humaine. Faut faire confiance à la vie. On n'a pas le choix. Hey, je parle donc longtemps. Mais c'est correct, mais on s'arrête pour une pause, puis on se reparle au retour pour Sois ta meilleure amie encore plus.